ambassadeur Jean-Daniel Rouche. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici à Locarno pour la première fois. Et, vous rentrez dans une série de conférences qu'on a fait. On a commencé ce matin et on a fait 3 conférences. C'est tout en marge de l'anniversaire de 100 années des pactes de Locarno. Et on est très heureux et fiers que vous êtes ici à Locarno pour la première fois et pour entendre votre réflexion sur la base de votre expérience professionnelle comme ambassadeur dans divers endroits, certains plus faciles, d'autres plus compliqués du monde. Et tout cela, c'est dans l'idée de voir aussi un petit peu quelle était l'évolution du monde il y a 100 ans, où on est maintenant et où on va aller dans le futur. Alors pour ça, je vous donne volontiers la parole. Vous pouvez nous raconter ce que vous considérez mieux et on attend avec intérêt votre opinione. Merci beaucoup. Grazie mille signore Salvioni, è un piacere. Non è la prima volta che sono a Locarno. La prima volta era 2005 o 2006 quando nel Locarno Film Festival c'era un film su Carla Del Ponte, Carla's List, la lista di Carla. 6.000 spettatori sulla Piazza Grande, wow. C'était une expérience extraordinaire. Et donc je garde un très bon souvenir de ça. Mi dispiace non poter fare questa presentazione in italiano, ma lei capisce che mi sento più in francese, sono sicura che non sarà un problema per voi e c'è una traduzione che funziona bene. Mi pare c'è. J'ai oublié aussi de présenter Madame Sark. Elle est la éditrice de l'ambassadeur qui est présente, qui est aussi autrice de livres et qui sûrement va aussi nous expliquer quelque chose pendant cette soirée. Voilà, alors j'aimerais évidemment remercier aussi Marta Zofia Czarska d'être là. C'est une histoire magnifique qui s'est produite parce que lorsqu'il s'est agi de vérifier la traduction, pas la traduction, de vérifier le texte en français, l'éditeur français Favre a confié la tâche à Marta, qui est une traductrice interprète professionnelle, et j'ai découvert qu'elle a d'autres talents, notamment celle qui fait les couvertures des livres, là. Et puis je lui ai dit, puis elle a aimé mon livre, donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'ai un roman que j'ai écrit pendant le Covid, mais enfin tout le monde a écrit des romans pendant le Covid, donc il y avait plus d'auteurs que de lecteurs, donc je dis, ça ne doit pas beaucoup t'intéresser, mais si, on voit. Et puis le résultat, c'est ça, qui est maintenant traduit en italien aussi, c'est aussi elle qui a traduit l'italien, parce que contrairement à moi, elle parle les langues. Et non seulement tout ça, mais en plus c'est une personnalité qui a un grand cœur, puisque sur la vente des livres qui paraissent à ses éditions, 5 francs sont destinés à une association qui essaye de mettre ensemble la société civile israélienne et palestinienne, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des arts, de la culture, aussi du high-tech, qui s'appelle Beit of Hope, qui est basé à Genève, qui est une institution formidable. Donc si vous achetez un livre, 5 francs, ira à cette association. Et avant ça, jusqu'au 31 octobre, on avait une action aussi en faveur d'une entreprise qui fabrique des machines de déminage pour l'Ukraine. Et Dieu sait si le problème du déminage en Ukraine, c'est un problème qui va nous occuper pendant au moins
une génération. Voilà, donc une grande âme, en plus d'être une autrice, d'être une éditrice, et aussi une dessinatrice très talentueuse. Merci beaucoup, Martha. Bien, donc je pense qu'on va parler de celui-là, de livres, et puis en général, les gens se posent une question, mais pourquoi vous avez écrit un livre? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de livres qui sont écrits, pourquoi vous voulez en faire un autre? Et puis, en fait, souvent, j'ai l'impression, quand on commence à écrire un livre, c'est pas nécessairement parce qu'on veut changer le monde, mais c'est parce qu'on a envie d'écrire. Et moi, j'ai eu envie d'écrire suite à deux, François, on appelle des coups de sang, des émotions très fortes. En fait, c'est Carla Del Ponte qui m'a fait comprendre que le fuel du changement, le carburant du changement, c'est la rage. La rage qui vous prend ici quand vous êtes furieux. Carla Del Ponte était souvent furieuse à l'époque. C'est pour ça qu'elle a réussi, d'ailleurs, on va en parler. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là, d'abord le 24 février 2022, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine dans ce qui est un acte d'agression en termes de droit international. Mais j'ai aussi été furieux qu'on n'ait pas pu empêcher ça. Parce que quelque part, aujourd'hui encore, j'ai la conviction que ça aurait été possible d'empêcher cette invasion. J'étais à Ankara à l'époque et j'ai été, en tant qu'ambassadeur de Suisse, associé un peu à la médiation que la Turquie a menée au début de la guerre. Et c'était tout de suite. Il y avait la possibilité d'un cessez-le-feu en mars. Et en avril, début avril, les négociations ont échoué. Et puis la guerre a continué. Après, pour tous les gens qui connaissent un peu ce genre de dynamique, c'est évident que ça allait durer très longtemps, que ça allait causer beaucoup de dégâts matériels, mais surtout humains. Et maintenant, on se retrouve 3 ans et demi plus tard. On ne sait pas si c'est des centaines de milliers, des millions de morts. Les chiffres sont fantaisistes. On ne peut vraiment pas faire confiance. En tout cas, moi, je fais confiance à aucune source. Et donc, j'ai eu ce deuxième coup de sang en avril 2022 en me disant, mais c'est pas possible. Il y avait la possibilité d'arrêter cette guerre tout de suite. Et on n'a pas saisi l'occasion. Alors après, moi, je blâme personne parce que, vous savez, il a fallu 100 ans pour comprendre les origines de la Première Guerre mondiale. The Sleepwalker, les somnambules, le livre de Christopher Clark nous a expliqué vraiment dans le détail comment la Première Guerre mondiale était arrivée, avec une succession de malentendus et de mauvais calculs. Je prétends pas savoir exactement comment cette guerre est arrivée, mais ce que je sais, c'est qu'on aurait pu mettre un terme à cette guerre déjà en mars 2022, 6 semaines après l'agression russe, et on ne l'a pas fait. Et je pense que là, les responsabilités sont certainement aussi très partagées. Voilà, donc à partir de ces deux coups de sang, j'ai commencé à écrire un peu de manière frénétique, comme ça, comme une catharsis. Et puis après, j'ai un peu structuré ma pensée, et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mon histoire, mes petites histoires, dans la mesure où elles s'inscrivent dans la grande histoire. Et le fil rouge du livre, c'est le sous-titre, La paix et la justice, Pace et Justicia. Parce que quand j'ai réfléchi à mon parcours professionnel, c'est vrai que ça tournait toujours autour de la paix et de la justice. Et puis je dirais qu'il y a quatre même, si on veut commencer dans la prime enfance. Mais enfin, au niveau de l'action professionnelle, il y a 3 priorités auxquelles je me suis attaché durant ma vie professionnelle. C'est les Balkans, y compris le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie avec votre concitoyenne, qui va d'ailleurs toujours très bien, même si elle fait plus que du golf. Peut-être parce qu'elle fait plus que du golf, elle va très bien. Le Moyen-Orient, mais aussi au début des années 90, avec un autre Tessinois, Flavio Cotti, l'OSCE. L'OSCE, lors de la toute première présidence de l'OSCE. Vous savez que la Suisse aura sa 3e présidence, premier pays qui a 3 présidences de l'OSCE, l'année prochaine, avec cet autre concitoyen de vous qui s'appelle Ignazio Cassi. Il y a quand même beaucoup de Tessinois qui ont fait beaucoup de choses pour aussi dans ma sphère d'activité. Et l'OSCE des années 90, ça a aussi été un moment, je crois, important
de ma vie professionnelle. Alors, si je veux résumer, je vais peut-être faire moins long que ce que je prévoyais, parce qu'on est un petit groupe, donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir une conversation. Mais si je veux résumer le propos du livre, alors ça parle... Le fil rouge, c'est la paix et la justice, mais vous verrez que le fil rouge, c'est aussi le 2 poids 2 mesures, les fameux double standards, que j'ai pu observer pratiquement durant toute ma vie professionnelle. Surtout à La Haye, d'ailleurs, parce que quand il s'agissait de poursuivre les ennemis des Américains, on obtenait toutes les informations qu'on voulait. Quand il s'agissait de poursuivre les amis des Américains, je vais en parler encore, mais là, il fallait vraiment se battre, et on n'y est pas toujours arrivé, soyons honnêtes. Mais si je résumais les propos principaux de ce livre, je dirais, vous savez, il y a un film fameux qui s'appelle Four Weddings and a Funeral. Alors ça, c'est pas Four Weddings and a Funeral, c'est pas 4 mariages, un enterrement, c'est plutôt deux enterrements et un mariage, ou plutôt 2 occasions ratées et puis un succès. Alors j'aimerais parler de l'occasion ratée numéro 1, puis ça nous fait remonter aux années 90, mais ça a des implications jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 90, donc vous avez vu la chute du mur, Yeltsin arrive au pouvoir en Russie, vous avez eu la dissolution de la Russie, et il y a eu des conversations très importantes, alors que la Suisse, Flavio Cotti, avait la présidence de l'OSCE sur une future architecture de sécurité européenne. L'idée étant... Le pacte de Varsovie avait été dissous, l'OTAN restait toute seule, et puis la question qui se posait, c'était est-ce qu'on élargit l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN devient le fournisseur principal de sécurité en Europe, la principale organisation de sécurité européenne, ou est-ce qu'on transfère cette responsabilité, ses pouvoirs, ses compétences à l'OSCE ? Évidemment, les Russes, qui n'avaient plus rien, vu qu'ils avaient perdu le pacte de Varsovie, voulaient essayer de contrer l'élargissement de l'OTAN et voulaient remplacer l'OTAN par un traité de sécurité européen dans le cadre de l'OSCE, avec un Conseil de sécurité européen, une espèce de ONU européenne. Et du reste, Flavio Cotti avait une sympathie pour ces projets-là. Flavio Cotti... Claude s'en souviendra, Claude Altermat, mon ancien collègue, s'en souviendra sûrement, il n'avait pas très bonne réputation au sein des diplomates, notamment parce qu'il avait coupé nos salaires d'à peu près 20%, ce que personne n'apprécie forcément. Ça a été corrigé par la suite un petit peu, je vous rassure, on n'est pas mort. Mais il n'est pas une très grande, disons, beaucoup de sympathie dans le département, mais il avait une qualité, c'est qu'il avait les instincts justes, à mon avis. Et l'instinct juste dans les années 90, c'était de dire il ne faut pas laisser la Russie dehors. Il ne faut pas pousser la Russie en dehors parce que ça reste un partenaire important, les ressources, la taille du pays, le pétrole, les minerais. Donc il faut essayer d'attirer la Russie et puis de l'inclure, de l'intégrer dans un concept européen, comme d'ailleurs ça avait été le cas pendant tout le XIXe siècle, après les guerres napoléoniennes. Ça, c'était la position suisse, qui était, à mon avis, une position intelligente, de neutralité. Vous aviez la position russe qui était, on veut un traité de sécurité européen, on aimerait que l'OTAN soit dissous, ce qui était évidemment un rêve. Et puis vous avez la position de l'Occident, qui se méfiait évidemment beaucoup des Russes. Vous savez, les Anglais se méfient des Russes depuis toujours. Un des objectifs de la politique britannique des 200 dernières années, c'était d'éviter que les Russes prennent le contrôle de la mer Noire, ce qui a amené d'ailleurs en 1853, la guerre de Crimée, les Russes et les Français envoyaient un contingent en Crimée, Ukraine, enfin à l'époque c'était pas l'Ukraine, pour essayer d'empêcher les Russes, donc la Russie tsariste, d'arriver jusqu'à Istanbul, jusqu'à Constantinople. Ça, c'était la grande hantise. Et d'ailleurs, vous savez, un grand journal russophobe de Suisse alémanique s'appelle la Neue Zürcher Zeitung. Et il y a une tradition extraordinaire dans la Neue Zürcher Zeitung, c'est qu'en 1853, la Neue Zürcher Zeitung écrivait un article en disant que la Suisse devrait envoyer un contingent de soldats
pour se battre contre les Russes aux côtés des Français et des Britanniques. Moi, je trouve qu'il y a une constance dans certaines choses qui est assez extraordinaire comme ça. À mon avis, c'est une constance dans l'erreur, mais la constance, certainement, est là. Donc la position de l'Ouest, évidemment sous influence anglaise et américaine, c'était de dire, pas question, c'est l'OTAN qui est notre vecteur d'influence, et puis on va profiter, en fait, de ce que la Russie est faible pour pousser notre avantage le plus possible. À l'époque, dans les années 90, c'était évident que les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, puis ensuite la Roumanie et la Bulgarie, donc tous les anciens membres du pacte de Varsovie, entreraient dans l'OTAN. Ce qu'on espérait, je crois que ce que les Russes espéraient, c'est qu'il y ait une espèce de zone tampon, Bélarus, Ukraine, Moldavie, entre l'OTAN et la Russie. Bon, Claude a été ambassadeur en Bélarus, peut-être qu'il peut nous donner son avis là-dessus. Mais surtout, la position de l'Occident, c'était de dire, si on fait un traité de sécurité européen, d'ailleurs, les Russes sont très constants. En décembre 2021, avant d'envahir l'Ukraine, ils sont arrivés avec les mêmes propositions. Et si on fait un traité de sécurité européen, disaient les Occidentaux, c'est une manière d'exclure les États-Unis de l'Europe, donc de laisser le petit appendice de l'Eurasie à la merci du grand ours russe, parce que pour que ce traité soit ratifié par les États-Unis d'Amérique, il faudrait une majorité qualifiée au Sénat, 60 voix, ce qui est évidemment complètement invraisemblable, parce que vous avez toujours vous n'avez jamais un des partis qui a 60 voix au Sénat. Donc les Occidentaux nous disaient que ça c'était de la manigance russe pour éjecter les Américains d'Europe. Bref, donc comme toujours dans les négociations diplomatiques, on a discuté, et le résultat des courses, ça a été une charte sur la sécurité européenne qui a été approuvée en 1999 à Istanbul, puis qui dit tout et son contraire. Dans le sujet qui nous occupe, cette charte dit « Chaque pays a le droit de choisir ses arrangements sécuritaires. » Donc l'Ukraine, le Bélarus, la Géorgie, la Moldavie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie pourraient théoriquement rejoindre l'OTAN. Mais, dans la phrase d'après, cette charte dit « Les États participants s'engagent à ne pas créer de nouvelles lignes de division en Europe. » Donc les Russes avaient eu ce qu'ils voulaient avec les nouvelles lignes de division, les Occidentaux avaient eu ce qu'ils voulaient avec la notion de chaque pays peut choisir son alliance, ce qui fait que finalement ces tentatives de créer une nouvelle architecture européenne de sécurité ont été une occasion ratée et un échec. Et à mon avis, c'est de cet échec, on peut remonter à cet échec-là pour comprendre ce qui s'est passé en Ukraine dans les années suivantes, y compris à partir de 2014, Maïdan, etc. Mon deuxième propos, ma deuxième occasion ratée, c'est le Proche-Orient. C'est que la Suisse a joué un rôle important au Proche-Orient à une certaine période. C'était au début des années 2000. Donc, évidemment, le cœur du conflit au Proche-Orient, c'est la question israélo-palestinienne. On ne va pas refaire l'histoire, parce qu'on ne sait pas à quand remonter. On peut remonter à 2000 ans en arrière, on peut remonter à 100, 150 ans en arrière. Mais je pense que moi, j'aimerais partir de Oslo. Alors, Oslo, 1995, 93-95, un accord, enfin, il commence à y avoir des discussions et la perspective d'un accord, donc d'un accord de paix, entre Israéliens et Palestiniens. Yasser Arafat et Rabin se rencontrent à la Maison-Blanche, devant les caméras, dans le Jardin des Roses, se serrent la main. C'est un moment où on se dit, ça y est, tout est possible. La paix est possible. À la suite de ces tractations, bon, Yitzhak Rabin se fait assassiner par un extrémiste juif, mais les négociations se poursuivent
Et en 2000, on est encore à la fin du mandat de Clinton, on est à 2 doigts d'un accord. Les seuls désaccords portent sur Jérusalem, et ce n'est pas des désaccords insurmontables. Problème, Clinton arrive au bout de son mandat. Deuxième problème, Ehud Barak arrive au bout de son mandat. Dans les 2 pays, la majorité change de camp. Aux États-Unis, c'est George W. Bush qui arrive au pouvoir. En Israël, c'est Ariel Sharon, qui n'avait absolument aucune intention de donner un État aux Palestiniens. Donc les négociations s'enlisent, mais un certain nombre de participants à ces pourparlers sous l'égide de Clinton continuent à se rencontrer en disant « c'est pas possible, on était à 2 doigts, on va faire quelque chose, mais en tant que citoyen, en tant que société civile ». Et ça donne l'initiative de Genève, financée, soutenue par la Suisse, en 2003, présentée à Genève, qui, aujourd'hui encore, est le seul modèle d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui encore, qui est valide, largement. Alors avec beaucoup plus de difficultés qu'en 2003, parce qu'à l'époque, vous aviez 400 000 colons, aujourd'hui vous en avez 800 000. Beaucoup plus de violence, Gaza, tout ça, on peut en parler. Mais si on veut parler de solution à 2 États, il n'y a pas 36 modèles. L'initiative de Genève reste un modèle, le seul modèle existant. On parle de 500 pages, où tous les détails sont réglés, qu'il s'agisse de la situation à Jérusalem, qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse des frontières, qu'il s'agisse du futur des colonies et des colons, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse d'un corridor entre la Cisjordanie et Gaza pour que la Cisjordanie ait un accès à la mer, qu'il s'agisse d'une présence internationale pour garantir la sécurité des 2 parties. C'est un travail remarquable. À l'époque, donc moi je m'occupais de ça, c'est pour ça que j'en parle. À l'époque, on voulait vraiment finir ce document avant l'arrivée d'Obama au pouvoir. Parce que vous vous souvenez, après les années George W. Bush, tout le monde était tellement ému et heureux à la pensée qu'il y aurait non seulement un président noir, mais un président qu'on présentait comme un humaniste, comme quelqu'un qui arriverait, waouh. Et d'ailleurs, il a reçu le prix Nobel de la paix avant. Je me souviens d'avoir rencontré Jimmy Carter une fois, qui lui avait fait la paix entre les Israéliens et les Égyptiens, Camp David, dans les années 70. Et puis, je me souviens, j'étais allé apporter ce document de 500 pages à Jimmy Carter à Atlanta. Et puis, Obama venait de recevoir le prix Nobel de la paix. Et Jimmy Carter m'avait dit, maintenant, Obama doit travailler pour le mériter, son prix Nobel de la paix. Parce que je crois que les gens étaient tellement contents de voir George W. Bush tourner les talons avec Rumsfeld et Cheney et tous ces gens, qu'on a donné le prix Nobel de la paix à Obama par soulagement. Parce qu'enfin, il y avait un président des États-Unis qui avait l'air sympathique. Bon, donc notre idée, c'était, voilà, on donne ça à Obama, puis ensuite Obama fera pression sur les Israéliens, sur les Palestiniens, et puis on va arriver à rapidement un accord de paix. Notre espoir était d'autant plus grand que juste avant qu'Obama arrive au pouvoir, vous aviez un nouveau Premier ministre, pourtant Likoud, donc le même parti que Netanyahou, en Israël, qui s'appelait Olmert, et Olmert avait sérieusement négocié avec Mahmoud Abbas, l'indécrottable, l'indéboulonnable Mahmoud Abbas, qui reste aujourd'hui président de l'autorité palestinienne, et qu'ils avaient vraiment bien avancé, notamment, et ça c'est les négociateurs israéliens qui me le disaient, officiellement ils n'étaient pas tellement pour l'initiative de Genève, mais officieusement ils me disaient dans les négociations, là il me disait mon collègue, moi j'ai l'initiative de Genève, votre livre qui est ouvert par terre ou sur mon bureau quand je rédige les propositions israéliennes, puis un jour il m'a dit « But you were way too good ». Vous étiez beaucoup trop bon dans votre rédaction des formulations, parce que j'ai de la peine à écrire des propositions israéliennes qui ne montrent pas que je les ai tirées directement de l'initiative de Genève. Parce qu'il va essayer de trouver des nouvelles formulations, pas que les gens disent « Ah, bah c'est ça, tu copies l'initiative de Genève, tu fais du cut and paste, du copier-coller ». Donc c'est un document qui reste important. Malheureusement, quand Obama arrive au pouvoir, Olmert s'est fait éjecter et est arrivé Netanyahou.
Et Netanyahou n'a jamais été en faveur d'une solution à deux États. Il n'a jamais été en faveur de la création d'un État palestinien. Et ça, on peut en parler. Moi, je dirais, après avoir vraiment beaucoup parlé à toutes les parties à ce conflit, y compris avec le Hamas, on a quand même réussi à faire changer la position du Hamas, d'une position qui était from the river to the sea, à une position qui, en 2017, était... Ça va? Ah, je parle trop fort. Non, c'est bien. À une position qui, en 2017, est devenue... on est prêt à vivre dans un État palestinien dans les frontières de 1967, qui est la base de l'initiative de Genève et de la solution à deux États. Et ça, c'était le fruit d'un processus que nous avions lancé, nous, pas tout seuls, hein, les Norvégiens qui étaient impliqués et d'autres, mais en Suisse, lors d'une réunion avec des membres du Hamas, avec des anciens de l'armée républicaine irlandaise, avec quelques grands noms de la politique internationale, je pense qu'on n'ose pas encore les dire, qui étaient venus là, et il y avait eu tout un processus de réflexion qui s'était lancé. Le projet du Hamas de 2017 a été déchiré en public par Netanyahou, complètement ignoré par les Européens et les Américains, et à partir de ce moment-là, le Hamas s'est radicalisé et a nommé à sa tête les tenants d'une ligne extrêmement dure et violente, illustrée par l'ancien chef du Hamas qui s'appelle Sinwar, qui est mort maintenant. Donc on a eu ces conversations avec le Hamas et je pense qu'on a vraiment réussi à bouger le Hamas. On a parlé aussi avec des juifs, notamment des rabbins juifs assez, disons, doctrinaires, qui vivaient dans des colonies en Cisjordanie. Moi, je suis même allé, quelque chose que je n'osais pas faire, à Kiryat Arba, qui est une colonie juive illégale à côté de Hébron, pour essayer, pour parler avec ces rabbins. Ils ont apprécié le geste énormément. Donc il y avait un processus. Et pour finir, ce que les religieux juifs de Cisjordanie nous disaient, c'était nous, la politique, ça ne nous intéresse pas tellement, mais ce qu'on veut, c'est vivre proche de nos lieux saints. Et puis c'est vrai que Tel Aviv, ce n'est pas un lieu saint juif. Et sur la côte méditerranéenne, vous avez très peu de lieux saints juifs. Les lieux saints des juifs, c'est-à-dire les références bibliques, c'est surtout ce qu'ils appellent la Judée et Samarie, à commencer par Hébron, où vous avez le tombeau des patriarches. Le tombeau des patriarches qui est vénéré à la fois par les juifs et les musulmans. Donc là aussi, on aurait pu, avec ces rabbins, essayer de travailler, mais Netanyahou n'a jamais été intéressé. Donc voilà, deuxième échec, je dirais occasion ratée, parce que je pense sincèrement qu'au début des années 2000, si les Américains avaient réussi à mettre la pression nécessaire sur les Israéliens, vous savez, c'est facile de mettre la pression sur les Israéliens, vous cessez les livraisons d'armement, et ils ne peuvent pas tenir un mois. Mais évidemment, vous avez la puissance des lobbies juifs, pro-israéliens plutôt, à Washington, qui fait que c'est toujours une équation politique extrêmement compliquée. Mais pour réussir à trouver la paix dans cette région, et ce n'est pas pour demain, malgré le cessez-le-feu à mon avis, il faut que vous ayez 3 planètes qui soient alignées. Et pour le moment, il n'y en a aucune. Encore que, entre les 3 planètes qui doivent être alignées, je dirais que c'est peut-être celle qu'on soupçonne le moins d'être alignée qu'il est le plus. Alors, il vous faut un Premier ministre israélien qui dirige son pays, qui a un soutien populaire, et puis qui est vraiment en faveur de trouver une solution pour le peuple palestinien. Il vous faut un Premier ministre, donc ça on n'a pas, hein. Il vous faut un président palestinien qui tienne son pays, donc une gouvernance palestinienne unifiée, ça on n'a pas non plus. Et puis troisièmement, il vous faut un président américain qui est prêt à tordre les bras. Et Trump, on l'a vu avec le cessez-le-feu, il a quand même fait une pression énorme sur Netanyahou. Ça ne veut pas dire que le plan de paix de Trump va être mis en œuvre. Mais Netanyahou a quand même été obligé d'accepter, en tout cas, une première phase du cessez-le-feu. Donc, tant que ces 3 planètes ne sont pas alignées, je ne vois pas comment on va arriver à une solution dans cette région-là. Et puis, mon troisième, donc, deux enterrements et
et un mariage. Alors le mariage ou le succès, et ça je le dois beaucoup à vos compatriotes tessinois, c'est le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie. Quand je suis arrivé à La Haye en 2003, le temps était Mossad. Rien à voir avec le Mossad. Pour ceux qui parlent français, il y a une blague un peu horrible, mais que j'aime bien raconter, puisqu'on parle du temps Mossad comme on a aujourd'hui. C'est la mort d'Arafat. Alors, vous savez qu'il y a du vrai. Hein. Vous savez qu'il a été transporté par un avion militaire français, je crois qu'il était à Gaza, dans un hôpital en France, ou à Ramallah, depuis Ramallah. Apparemment, il avait été empoisonné, il était au bord de la mort, et les Français l'emmènent dans un hôpital, et puis il est dans le coma, il se réveille, une infirmière, puis je suis où? Réponse, à Villejuif. Et c'est vrai, hein. Bon, il retombe dans le coma. Bon, il se réveille le lendemain, puis il voit un gars en blouse blanche qui s'occupe de lui, et puis il demande, vous êtes qui, vous? Je suis le docteur Israël. Et il y avait un docteur Israël, effectivement, à l'hôpital. Boum, il retombe dans le coma. Après, il se réveille le 3e jour, puis il voit une infirmière qui est en train d'ouvrir les rideaux, puis il dit, quel temps il fait? Puis l'infirmière répond, Mossad. Il s'est jamais réveillé. C'est un peu méchant, mais je l'aime bien quand même. Alors, donc en 2003, le temps à La Haye était Mossad. Alors, le temps à La Haye, c'est en général ça. Hein, d'ailleurs, il y a plus de vent. Surtout parce qu'on avait très peu de personnes en procès. Pour qu'on puisse avoir un procès dans ces tribunaux internationaux, vous avez besoin d'avoir les inculpés sur place. On ne peut pas faire des procès in absentia, en absence, par contumace. Donc, il n'y a pratiquement aucun des inculpés qui étaient là. Et puis, le bilan est extrêmement positif, grâce à Carla Del Ponte, évidemment, parce qu'elle a mis en place... Évidemment, j'étais son conseiller politique, donc évidemment, j'ai donné un coup de main, elle n'était pas toute seule. Mais on avait une stratégie pour essayer d'arrêter nos fugitifs. Et c'était en général des présidents, des ministres, des généraux, donc des gens très bien connectés de très haut niveau, en Serbie, en Croatie, en Bosnie, au Kosovo. Une stratégie sur 3 axes. Le premier axe, c'était une pression politique constante. Et on a eu le soutien de l'Union européenne qui a dit à tous les pays des Balkans, si vous voulez progresser vers l'Union européenne, il vous faut faire plaisir à Carla Del Ponte. Alors, ce n'était pas tout à fait rédigé comme ça. C'était « You have to fully cooperate with the Yugoslavia War Crimes Tribunal ». Mais de facto, ça voulait dire qu'il faut que Carla Del Ponte fasse un rapport positif. Et ça, c'était notre grande chance. On tenait le couteau par le manche parce que c'est nous qui disions si la Serbie ou la Croatie coopéraient pleinement avec le tribunal. Et cette attirance pour l'Union européenne, plus la pression très loyale, constante de l'Union européenne, nous a permis vraiment... Moi, quand je suis parti en 2007, Carla est parti en 2008, je crois qu'il restait 2 personnes qui étaient en fuite, Karadzic et Mladic. Et puis, avec la stratégie qu'on a mis en place, ils ont été arrêtés, puis maintenant, ils ont tous été arrêtés et condamnés. Donc, il y avait une pression politique, il y avait une pression médiatique qui créait aussi une pression politique. Et puis ensuite, il y a une pression opérationnelle, parce qu'on a un petit service opérationnel qui travaillait avec les services secrets et les services de police, les Américains, les Français, les Allemands, les Italiens parfois, souvent, évidemment, les pays de la région, pour essayer, parce qu'ils nous disaient toujours « Ah, mais on fait tout ce qu'on peut. » Mais on ne les trouve pas, on cherche. Mais ils sont sûrement à l'étranger. Et puis, pour vérifier si ce qu'ils nous disaient était vrai, eh ben, on avait une cellule opérationnelle qui les poussait toujours en disant « Vous dites ça, mais ce n'est pas vrai, machin, prouvez-nous que... » Et cette pression sur 3 axes, ben, ça a produit les résultats. Donc le bilan était très positif. 90 criminels de guerre, pour la plupart de très haut niveau, ont été condamnés de toutes les nationalités. De toutes les nationalités. C'est très important parce que, à ce jour, c'est le seul tribunal international qui
n'est pas de la justice des vainqueurs. Si vous pensez à Nuremberg, le tribunal qui a jugé les criminels de guerre nazis, il n'y a que des nazis qui ont été jugés. Alors, il y a aussi des crimes de guerre qui ont été commis par les Américains, les Soviétiques, les Anglais. Ça n'a jamais été jugé, c'était la justice des vainqueurs. C'était des procureurs des alliés qui jugeaient les vaincus. Si vous prenez un autre tribunal où Carla Del Ponte était la procureure, le Rwanda, là aussi, vous n'avez qu'une partie qui a été condamnée, à savoir les génocidaires Hutus, mais les Tutsis, quand ils ont repris le pouvoir sous la conduite du général Kagame, qui est toujours président aujourd'hui, ils ont causé entre 80 et 200 000 morts. Et quand Carla Del Ponte était sur le point d'inculper les généraux des Tutsis, de Kagame, eh ben les Américains lui ont dit « si tu continues tes enquêtes », et c'est ce qui s'est passé. Elle a continué ses enquêtes et elle s'est fait éjecter de son poste de procureur du tribunal sur le Rwanda. Donc le tribunal sur l'ex-Yougoslavie, c'était justement pas de la justice des vainqueurs, toutes les nationalités ont fait l'objet d'enquêtes. Autre élément de succès, c'est que pour la première fois, on a établi des faits irréfutables. Et je peux vous garantir, j'ai participé à une cérémonie à Paris, au mémorial de la Shoah d'ailleurs, de commémoration de Srebrenica. Srebrenica, c'est génocide. Ça a été déclaré génocide par le tribunal. C'est 8000 Bosniaques, donc musulmans de Bosnie, qui ont été exécutés en une semaine par les troupes serbes, 8000. Je peux vous assurer que s'il n'y avait pas eu le travail du tribunal qui a prouvé par A plus B que ces crimes ont été commis, qu'aujourd'hui encore, en Serbie, on irait, et puis dans les parties serbes de Bosnie, on irait la réalité de ce crime. On dirait c'est pas vrai, il n'y a jamais eu, ouais, il y a toujours... C'est un peu comme les Turcs avec l'Arménie, vous savez, il y a toujours des massacres dans les guerres. C'est un peu comme les défenseurs d'Israël disent aussi, quand on parle de crimes de guerre agressifs. Non, mais c'est normal, dans une guerre, il y a des choses qui se passent, il y a des crimes. Là, on a prouvé, et donc c'est important ces tribunaux, parce que ça sert à établir les faits. Et je pense que ce qu'on a fait avec Carla Del Ponte à La Haye, c'est un vrai travail de pionnier, qui a donné l'espoir qu'il y aurait une justice internationale qui émergerait. Elle a émergé d'ailleurs avec la Cour pénale internationale, qui a du courage. La Cour pénale internationale a inculpé au cours des dernières années Poutine et Netanyahou. Waouh, quand même. Il faut un certain courage ou une bonne dose d'inconscience, c'est selon. Donc je pense qu'on a fait un travail de pionnier à La Haye, c'est pour ça que je dis que c'est un succès, qui a ensuite permis le développement d'une justice internationale. Les ombres quand même de ce tribunal, c'est que le tribunal était censé contribuer à la réconciliation entre les peuples balkaniques. On n'y est pas tout à fait. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un risque de guerre entre les Croates et les Serbes. Mais de là à dire qu'il y a une franche réconciliation entre tous ces peuples, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Mais je pense que c'est aussi encore trop frais. C'est une génération et malheureusement, ce n'est pas assez. Mais surtout, il y a la question du Kosovo. Et la question du Kosovo, pour moi, est la plus parfaite illustration du deux poids, deux mesures, double standards, dans les relations internationales. Lorsque nous enquêtions dans les années 2003-2005 sur les crimes commis contre les Serbes, essentiellement, pas seulement, mais surtout les Serbes au Kosovo, nous étions confrontés à des pressions occidentales complètement indues. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais la chef du département Balkans du ministère britannique des Affaires étrangères. Je l'avais invité à manger à la maison et un des sujets, c'est que on ne recevait aucune information. Vous savez, vous êtes dépendant des informations qu'on vous donne quand vous travaillez pour un tribunal, des preuves. Et puis, quand on enquêtait contre des Serbes, alors là, on recevait des camions de preuves de la part des puissances occidentales, y compris l'OTAN. Par contre, quand on enquêtait sur les Albanais du Kosovo, rien. Ah non, on n'a rien. Et puis un jour, cette femme, à la fin du repas, elle me met la main sur le poignet et elle me dit « Tu sais, Jean-Daniel, on n'a rien contre le fait que vous
inculpiez les leaders du Kosovo. On parlait du premier ministre de l'époque, qui s'appelait Ramush Haradinaj. Mais ça doit être une inculpation robuste. Et puis sans notre soutien et le soutien des Américains, on ne voit vraiment pas comment vous réussiriez à avoir une inculpation, une accusation robuste. Puis on parle aux Américains, on sait qu'ils ne vous donnent rien non plus. Donc voilà toute la merveilleuse hypocrisie des relations internationales qui mènent ensuite au double standard dont j'ai parlé. Particulièrement stupide dans le cas du Kosovo, puisque, grâce à 2 héros tessinois, la situation a été corrigée. Premier héros tessinois, première héroïne tessinoise, Carla Del Ponte. Carla Del Ponte écrit son livre quand elle termine son travail, alors qu'elle est en Argentine, La Caccia. Et puis dans La Caccia, il y a un chapitre sur le Kosovo, qui est brutal, où elle raconte tous les problèmes qu'on a eus et comme ça a été impossible de mener des enquêtes à cause de l'obstruction des Occidentaux, mais aussi de l'ONU sur place, qui était, en français on dit cul et chemise, qui était très lié, disons, au gouvernement du Kosovo. Et suite à ces révélations, qui n'ont pas beaucoup plu à Berne d'ailleurs, puisque la ministre des Affaires étrangères suisse de l'époque a interdit à Carla d'aller présenter son livre chez Feltrinelli à Milan, après un article dans la presse dominicale de Suisse romande, où il y avait un portrait de Hashim Thaçi, un portrait de la ministre de l'époque, donc Michel Calmiret, et puis en dessous, il y avait accusation de Carla Del Ponte, donc bref, c'était pas toujours facile. Mais à la suite de cette décision, de ce livre, le Conseil de l'Europe a donné un mandat à cet autre héros tessinois immense, Dick Marty. Et Dick Marty a mené une enquête, et il était bon, Dick Marty. Déjà, il a découvert les prisons secrètes de la CIA, et il avait du courage. Moi, je veux dire, quand on me parle d'humanisme, quand on me parle de la tradition libérale radicale en Suisse, moi je pense à Dick Marty. Donc Dick Marty, en 2010, il sort son rapport où il dit, effectivement, j'ai la certitude, j'ai des éléments de preuve pour montrer qu'il y a des crimes qui ont été commis par telle et telle personne. Le résultat des courses, c'est que vous avez un tribunal spécial qui a été créé en 2015, à La Haye de nouveau. Et puis, aujourd'hui, vous avez une douzaine d'inculpés qui sont en jugement, les jugements ne sont pas terminés, dont l'ex-président, Hashim Thaçi, et l'ex-président du Parlement, qui était aussi un des grands leaders de l'armée de libération du Kosovo, M. Varadi. On attend les verdicts. Certains parlaient déjà de cette année, moi je ne crois pas, mais peut-être l'année prochaine pour les grands procès. Voilà, donc j'aimerais terminer là en disant que nous sommes dans un monde qui aurait pu, qui peut encore un jour, être régi par le droit. Vous savez, on parle toujours du droit de la force contre la force du droit. Je crois que ce qu'on a essayé de faire, enfin moi j'ai essayé dans toute ma vie professionnelle, ça en parle dans le livre, surtout dans mon action avec, pour la justice internationale avec Carla Del Ponte, j'ai toujours essayé de dire, pour que le monde survive, il faut qu'il soit régi par le droit. Le droit doit être plus fort que la force. Alors, bon, on sait que maintenant, on a quelqu'un au pouvoir à Washington qui ne pense pas comme ça. On a l'impression de retour à la loi de la jungle, où ce qui dirige le monde, c'est les transactions entre les grandes puissances, entre les Chinois, les Russes, les Américains. Moi, je continue à penser que pour un petit pays comme la Suisse, la recette de survie, ou en tout cas de promotion de nos intérêts, c'est le droit. Le droit doit être notre boussole, et pas la peur de Trump ou la peur des Américains. Le droit doit être notre boussole. D'ailleurs, les 2 prix Nobel de la paix qu'on a eu en Suisse, on a eu 2 prix Nobel de la paix. Enfin, 2 personnes, ou 2 prix Nobel de la paix qui ont été attribués. Le premier à Henri Dunant pour le droit international humanitaire, le CICR, et le deuxième à Albert Goba, qui vient de chez moi d'ailleurs, et Élie Ducommun, pour un système de règlement pacifique des différends par le droit et l'arbitrage plutôt que par la force.
Donc le droit doit être notre boussole et le moyen d'action doit être notre neutralité qui constitue un élément essentiel de notre soft power. Moi, j'ai vu ça dans toute ma vie professionnelle. Vous sortez le drapeau suisse en Turquie, en Israël, dans les Balkans, et puis tout le monde vous dit « Ah, la Suisse, neutre ». Pas seulement neutre, il y a d'autres éléments qui appartiennent au soft power. Par exemple, quand j'ai rencontré Erdogan en Turquie, « Ah, la Suisse, c'est formidable ce que vous faites ». Et puis, à un moment, il cherchait dans son pantalon parce qu'il trouvait que c'était formidable. Oui, il y a un chapitre qui s'appelle « Le sultan Victorinox » dans le livre. Parce qu'Erdogan m'a offert un petit couteau suisse, Victorinox. Ça, c'est formidable ce que vous faites, il faut qu'on augmente nos échanges économiques, vous avez un génie formidable. Le Victorinox, le petit couteau suisse, ça fait aussi partie du soft power de la Suisse, mais s'il n'y avait pas la croix suisse dessus, et que cette croix suisse était associée aux valeurs immatérielles de la Suisse, comme la neutralité, la démocratie, eh ben, je ne pense pas qu'on aurait autant de rayonnement dans le monde. Et puis la tâche de votre génération, de ma génération, moi maintenant, mais de la génération qui vient, c'est de préserver cet héritage et de le valoriser. Il y a eu à mon avis, quelques couacs ces dernières années, mais je pense que le potentiel est encore là. Voilà, merci. Et puis on peut continuer la conversation. Merci de votre intérêt, de votre attention. Merci beaucoup pour votre réflexion et indication des éléments qui ont raté et qui ont échoué dans des différentes situations qui puis sont tournées dramatiquement. Et je peux peut-être bien poser quelques questions au président si on a des questions. Moi, j'aurais éventuellement pour commencer une question. Qu'est-ce que vous pensez que la Suisse, si j'ai bien compris, vous avez l'impression que n'est encore tout perdu, on pourrait bien faire encore quelque chose. Est-ce qu'il y a de la chance que l'année prochaine, avec la présidence de l'Organisation européenne sur la sécurité et la coopération en Europe, la Suisse puisse faire quelque chose dès que c'est peut-être la dernière structure où la Russie est encore dedans, je pense, je ne sais pas si elle participe encore ou quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que c'est une réflexion qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, l'OSCE est une coquille vide. Il n'y a absolument aucune substance. D'ailleurs, les Russes boycottent la plupart des réunions. Extrêmement difficile de prendre des décisions, même des décisions budgétaires. Et puis sur le fond, il se passe honnêtement rien. Pourtant, il y aurait des choses à faire. Mais dans la logique de pouvoir qui dirige le monde et l'Europe aujourd'hui, l'OSCE peut devenir un instrument utile pour autant qu'il y ait un accord entre Washington et Moscou. Ce qui n'est pas complètement exclu, hein, ils discutent. Ils ont discuté à Anchorage, ils continuent à discuter. Et à mon avis, les éléments d'un accord russo-américain où l'OSCE pourrait jouer un rôle utile, ça serait, alors peut-être dans des mécanismes de mise en œuvre d'un accord en Ukraine, d'un accord de, je ne sais pas comment appeler ça, gel du conflit, disons ça comme ça, ou cessation des hostilités. Mais les Russes sont un peu sceptiques parce qu'ils sont pas, disons, heureux de la manière dont la mission de l'OSCE entre 2014, médiation suisse aussi d'ailleurs, et 2022 a mené ces opérations. Donc ils voudront probablement, s'il devrait y avoir une mission internationale de l'OSCE d'observation d'un cessez-le-feu, ils voudront probablement insister pour qu'une partie importante des observateurs ne soient pas recrutés dans des pays occidentaux, mais soient recrutés dans des pays qui, disons, jouissent de la confiance de Moscou. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a des choses plus importantes que l'Ukraine. D'abord, vous avez 2 pays, peut-être 3, qui sont dans une situation extrêmement difficile, parce qu'ils sont tiraillés entre leurs tentations pro-européennes et leurs intérêts russes. Je pense à la Moldavie, je pense à la Géorgie. Alors en Moldavie, les élections sont plutôt
tomber du côté occidental, en Géorgie plutôt de l'autre côté. Le Bélarus n'a pas envie de devenir une province russe. Donc vous avez plusieurs pays qui sont à la limite entre ces deux sphères d'influence, parce qu'il faut bien appeler ça par son nom. Et je pense que l'OSCE pourrait essayer d'accroître son rôle dans ces pays pour en tout cas éviter que les tensions ne s'avivent dans ces pays-là. Mais il y a encore plus important. Et pour moi, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pratiquement, non, vous n'avez plus aucun, il reste un accord de désarmement ou de maîtrise des armements qui est valide entre la Russie et l'Occident. C'est l'accord New START, qui arrive à échéance en janvier 2026 et qui limite le nombre de têtes nucléaires entre les Russes et les Américains à, si je ne me trompe pas, 1550. Les Russes ont proposé une extension d'une année de l'accord. Pour le moment, je n'ai pas vu de réponse américaine, je pense qu'ils discutent. À l'époque de la guerre froide, on parle des années 80, on a conclu des accords de maîtrise des armements entre l'OTAN et le pacte de Varsovie qui concernaient les mesures de confiance et de sécurité. C'est quoi des mesures de confiance et de sécurité? Ça veut dire que aucun pays ne pouvait conduire des manœuvres militaires sans d'abord les notifier à l'avance, ensuite inviter des observateurs, ensuite accepter des inspections, même avec un délai de préavis très court. Donc vous aviez comme ça ces mesures de confiance qui devaient éviter les mauvaises surprises. Maintenant, le système ne fonctionne plus. Si, quand l'Autriche fait des manœuvres, ils invitent la Suisse. Ensuite, dans les mêmes années, un accord sur la limitation des armements conventionnels en Europe avait été conclu entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, qui fixait des limites pour les systèmes offensifs pour chaque pays. Je crois que c'était 5 catégories: les chars, les avions de combat, l'artillerie, les blindés, et puis il m'en manque un. Mais enfin, il y avait des limites par pays. Ça aussi, l'accord a plus été respecté, je crois d'abord par les Russes, parce que les Russes disaient c'est ridicule, parce que maintenant, tous les pays membres, ex-membres du pacte de Varsovie, Hongrie, Tchéquie, etc., ils sont membres de l'OTAN, donc il faut revoir les chiffres. Puis l'Occident a refusé, et puis voilà, donc le traité n'est plus en vigueur. Ces documents-là, les mesures de confiance et l'accord sur la limitation des forces conventionnelles avaient été négociés à Vienne dans le cadre de la CSCE, puis de l'OSCE. Donc là, il y aurait vraiment quelque chose d'important à faire pour essayer, pour autant que les Américains et les Russes le veuillent bien, pour essayer de relancer les discussions sur le désarmement et la maîtrise des armements. Il y a d'autres sujets, l'interdiction des missiles nucléaires de moyenne portée qui avait été agréée par Reagan et Gorbatchev dans les années 80, qui interdisait le déploiement sur sol européen de missiles nucléaires d'une portée de 500 à 5000 km. Cet accord est aussi tombé en désuétude, et ça, c'est je crois que c'est Trump qui est sorti de l'accord, si je me souviens. Donc il y aurait énormément à faire dans le domaine du désarmement et de la maîtrise des armements. Mais encore une fois, ça dépendra de ce qui est ficelé entre Trump et Poutine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui est gros comme une maison, c'est l'accès des entreprises américaines aux richesses minérales, surtout les hydrocarbures de l'Arctique. Parce que l'Arctique devient de new frontier avec les changements climatiques, les glaces fondent. Et donc, ça devient plus rentable de prospecter les fonds marins dans l'Arctique. Et il y avait d'ailleurs, depuis 20 ans, un accord entre Chevron et Rosneft, la grande entreprise russe d'hydrocarbures, d'exploiter en commun un gros gisement qui est au nord de la Sibérie, enfin dans l'Arctique, dans la mer de Barents, je crois. Et puis, je pense que ça fait partie des conversations. Mais oui, franchement, c'est une équation compliquée, parce que ça, d'un côté,
D'un autre côté, il y a la cessation des combats en Ukraine. Après, j'imagine qu'il y a plein d'autres... il y a la levée des sanctions, parce que les Russes voudraient la levée des sanctions. Puis après, comme sucre, il y aurait la construction d'un tunnel entre l'Alaska et why not, et le Kamchatka, pourquoi pas. Donc vous avez beaucoup d'éléments, et évidemment, c'est des deals qui sont quand même assez compliqués à réaliser, surtout qu'il y a des oppositions politiques dans les deep states, à l'intérieur du système, à Moscou comme à Washington, contre une normalisation entre les États-Unis et la Russie, parce qu'il y a plein d'intérêts cachés aussi, vous savez. Tant que la Russie est le grand méchant, c'est 1 trillion par année qui va dans l'industrie d'armement. Il y a quand même des gens qui ont intérêt à ça continue, comme nous en Europe et en Suisse d'ailleurs. Il y a beaucoup d'argent qui va dans l'industrie d'armement grâce à la peur qu'on a des Russes. Je peux avoir un peu d'eau. Voilà, donc l'OSCE, à mon avis, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas nous qui allons décider, mais on va mettre en œuvre, pour autant que les Russes et les Américains réussissent à se mettre d'accord, ce qui n'est pas impossible. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a des questions par le public? Oui. Un juriste, là. Oui. Vous avez vécu donc en première ligne le TPY et le tribunal pour le Rwanda. Vous avez vu les échecs et les succès. Qu'est-ce que vous en pensez du futur de la Cour pénale internationale avec la politique internationale de nos jours? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir peut-être des mêmes succès que pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda? Alors écoutez, bon, d'abord elle existe, la Cour pénale internationale. Elle existe, elle travaille. Moi je trouve que les juges et les procureurs font preuve d'un courage extraordinaire. D'abord inculper Poutine, c'était pas spécialement facile. Mais inculper Netanyahou et son ministre de la Défense Gallant, en plus de 3 leaders du Hamas qui sont maintenant tous morts, enfin, c'était presque un coup de folie. Enfin, un coup de folie. Non, je pense qu'ils ont les éléments de preuve pour les inculper. Mais les risques, le coût que vous êtes prêt à assumer sur votre vie privée en inculpant les leaders israéliens, c'est quand même assez élevé. Hein, je veux dire, il y a des sanctions financières, ils n'ont pas le droit de voyager aux États-Unis. Enfin, vous prenez quand même un gros risque, il y a toutes sortes de pressions. On sait que... Pardon. On sait que ces milieux-là sont très forts pour organiser des campagnes de presse, des campagnes de dénigrement contre certains responsables du tribunal. Donc il y a toutes sortes de pressions médiatiques, etc. Donc ils sont prêts à prendre des risques et ils les prennent. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent pour la Cour pénale internationale. Vous savez, pour finir, si vous regardez toute l'architecture internationale qui a été construite après la Deuxième Guerre mondiale, alors vous avez l'ONU, vous avez les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale pour les questions financières, et puis vous avez les tribunaux internationaux, donc la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Et puis vous avez l'Organisation mondiale du commerce pour régler les affaires commerciales. Alors l'ONU, elle est inopérante, il n'y a plus de décision majeure du Conseil de sécurité depuis peut-être 2011 avec la Libye, qui n'était pas la plus grande décision du siècle. D'ailleurs, les Russes reprochent aux Occidentaux d'avoir outrepassé leurs compétences au titre de cette résolution qui autorisait les puissances occidentales à intervenir militairement pour protéger la population civile, et les Russes prétendent qu'ils n'ont pas agi pour protéger la population civile, mais pour provoquer un changement de régime. Alors bon, nous, Suisses, si vous vous souvenez de l'époque, on n'a aucune raison d'avoir des sympathies pour Kadhafi. Hein. Vous vous souvenez quand même. Ceci dit, il y a une légalité. Mais ce que je veux dire, c'est que le Conseil de sécurité a plus pris de décisions majeures, tout simplement parce que
Aujourd'hui, les tensions sont telles entre Russes et Chinois d'un côté, Occidentaux de l'autre, que c'est pratiquement impossible d'avoir une décision majeure sans un droit de veto, où il y a un consensus des grandes puissances. Le système de Bretton Woods, qui est en fait une manière d'incarner et de pérenniser la suprématie du dollar dans le monde, est en train de se déliter aussi, avec une dédollarisation progressive, mais sérieuse du monde. Je crois qu'il y a 20 ans, vous aviez quelque chose comme entre 70 et 80% des réserves mondiales de devises qui étaient en dollars. Aujourd'hui, vous êtes à peine plus que 50%. Et puis, les BRICS, autour de la Chine et de la Russie, avec l'Inde et l'Afrique du Sud, sont en train de créer leur système monétaire parallèle. Donc, Bretton Woods, c'est chancelant. Ensuite, Trump a détruit le libéralisme mondial parce que l'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus. Et puis parce qu'il a introduit des tarifs qui sont en violation, alors, complète, flagrante, avec les règles de l'ordre économique libéral que les Américains ont voulu après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une logique là-dedans. En 1945, l'usine du monde, c'était les États-Unis. Donc, ils avaient intérêt à promouvoir le libéralisme pour vendre leurs produits. Aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, les Américains sont, au contraire, dans une réaction défensive. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire que la politique de la canonnière. Vers 1850, le Japon refusait obstinément de s'ouvrir au commerce occidental, pays insulaire fermé. Et les Américains ont envoyé une canonnière dans le port de Tokyo, qui s'appelait Edo à l'époque. Ils ont commencé à bombarder pour forcer l'empereur du Japon à autoriser l'importation de produits, de marchandises américaines. C'est ça la politique de la canonnière. Voilà, ça c'était l'Europe, mais l'Europe d'aujourd'hui, c'est un pays qui importe, qui produit et qui exporte peu, enfin des armes, et puis des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, surtout le gaz de schiste, qui est très polluant à extraire, et qui a remplacé le gaz russe en partie pour ce qui est de l'Europe occidentale. Tandis que l'industrie du monde aujourd'hui, c'est la Chine. Donc c'est la Chine qui a un intérêt à ouvrir le marché. Donc l'Organisation mondiale de commerce ne marche plus. En plus, il y a dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a un système de règlement des disputes. Mais pour qu'il marche, il faut qu'il y ait des membres qui soient élus. Or, les Américains refusent d'avaliser l'élection d'un juge dans le panel d'appel. Donc l'espèce de Cour suprême du commerce mondial, depuis 2019, donc Trump. Biden n'a pas corrigé ça, ce qui fait que le système est inopérant. Voilà, donc Bretton Woods, l'ONU, le commerce mondial. Donc pour finir, la seule chose qui marche encore, c'est la justice. Que ce soit la Cour internationale de justice, qui prend des décisions assez remarquables aussi, y compris sur des sujets aussi sensibles que Gaza. Et puis la Cour pénale internationale qui, pour le moment, fonctionne encore. Et ce qui est réjouissant pour cette dernière, c'est que toutes les pressions américaines et israéliennes qu'il y a eu sur les pays européens pour qu'ils diminuent leur financement, qu'ils prennent des sanctions financières contre la Cour pénale internationale, n'ont pas été suivies d'effet. Donc, pour le moment, les Européens résistent, les Africains résistent, et je pense que, d'ailleurs, ça me donne un peu de l'espoir dans le futur du monde. Je pense que l'avenir du monde, c'est l'Afrique d'abord, et que l'Europe est bien placée pour coopérer avec l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'est la seule région du monde qui a une démographie positive. Or, il y a quand même une règle de 3 qui est de dire que si la démographie diminue, un jour ou l'autre, les sociétés vieillissent, s'affaiblissent et finissent par disparaître. L'Afrique continue à avoir une démographie positive et puis l'Europe, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce que disent les partis d'extrême droite,
l'Europe sait quand même pas trop mal gérer son immigration. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de sécurité, tout ça, mais d'une manière générale, on sait beaucoup mieux gérer l'immigration, qui est le futur pour nous, parce qu'on ne fait pas assez d'enfants, que par exemple la Chine, extrêmement raciste et fermée. Même chose pour le Japon. Le pire, c'est probablement la Corée, qui en a 0,7 enfants par femme. Ça va vite, hein. Je me souviens, une fois, il y a Christoph Blocher qui allait voir le maire de Lausanne, qui était le syndic de Lausanne, qui était Daniel Brella, un vert, le premier vert élu dans un parlement européen, Daniel Brella. Et Daniel Brella avait dit à Blocher, qui était à l'époque ministre de la Justice, mais aussi chef de l'UDC, donc contre l'immigration, « Vous savez, monsieur Blocher, moi, je ne suis pas un politicien brillant comme vous, hein, vous êtes extraordinaire. Mais je suis mathématicien, et c'est vrai, les mathématiciens. Donc, je sais calculer. Alors, avec le taux de reproduction actuel en Suisse, j'ai calculé que si on fermait les frontières, en 2500, il resterait 8300 Suisses. Je dis un chiffre, mais c'était par là autour. Donc, on a besoin de l'immigration, monsieur. Et moi, je pense, quand je vois ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que notre gros intérêt, à nous, Européens, serait de développer le plus possible nos relations avec l'Afrique, parce que c'est un continent jeune, et qui dit jeunesse, dit créativité, dit innovation, dit travail, dit aussi consommation. Donc, pour moi, ça serait le win-win, ça serait ça. Et je vois que l'Afrique, aujourd'hui, est peut-être le continent qui est le plus actif, ou les pays africains qui sont le plus actifs, pour promouvoir des valeurs comme la justice, y compris la justice internationale. Voir l'Afrique du Sud, hein, et la motion, la démarche, l'initiative prise par l'Afrique du Sud contre Israël ou devant la Cour internationale de justice. Voilà. Mais moi, je vous engage à vous engager pour la justice internationale. Moi, je le ferai encore, hein, si on me donnait l'occasion, parce que je trouve que c'est le plus beau des combats. Et puis, c'est un combat qui n'est pas perdu sur le très long terme. Parce que, vous savez, il y a quand même quelque chose de fondamental dans l'être humain, c'est le désir de justice. Vous qui avez des enfants, ceux qui ont des enfants parmi vous, vous avez sûrement observé que si ces deux enfants qui ont à peu près le même âge, si vous donnez un chocolat à un puis pas à l'autre, vous dites, mais attends, pourquoi je n'ai pas droit à un chocolat? À 3 ans, à 2 ans, à 1 an. Il n'y a pas d'âge pour le sentiment d'injustice. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans la nature humaine. Et puis donc, c'est une énergie qu'il faut continuer à cultiver, aussi dans les grandes choses, pas seulement pour les petits chocolats. Réponse. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je vois 2 questions. Vous pouvez parler en italien, pour parler en italien. Ah, ok, ci sono 2 domande. Allora, magari prima la signora, dopo vengo qua. Et vous pouvez faire des commentaires critiques aussi, hein, pas besoin que ça soit des questions. Récemment, j'ai entendu des conférences de, il me semble qu'il s'appelle Anthony Carty, c'est un avocat de droit international, enfin quelqu'un qui travaille avec le droit international. Je ne vais pas rentrer dans je ne sais pas si vous le connaissez. Ça me dit rien. Anthony Carty. Ça me dit rien. Bon, il a une vue particulière sur le droit international, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il dit aussi, et c'est là j'aimerais votre opinion, que les États ne comprennent pas les questions, les disputes qu'ils ont entre eux, les problèmes qu'ils doivent régler, qu'ils n'arrivent pas à voir clair dans les problèmes qu'ils ont entre eux. Alors moi, je ne sais pas du tout à quoi il faisait référence, hein. Mais moi, je trouve au contraire, enfin, si je prends les pays que je connais, Israël, la Turquie, les Serbes, puis après les grandes puissances, même la Suisse. M'excuse, quand Trump nous balance 39% de taxes, on sait exactement où est le problème, hein, où il y a une dispute. Donc là, on voit très clairement. Donc j'ai un peu de la peine à voir ce qu'il veut dire. Par contre, c'est peut-être ça qu'il voulait dire, les États, malheureusement, hésitent beaucoup à confier la résolution
de leurs différends à un organisme tiers, comme la Cour internationale de justice ou comme un organe d'arbitrage. Surtout aujourd'hui, on privilégie les rapports de force, si on est plus fort que l'État avec lequel on a un différend, ou bien les transactions. On fait un deal. Genre, on envoie le patron de Rolex et puis le patron d'une entreprise de raffinerie d'or donner un lingot d'or et puis une Rolex à Trump en espérant qu'ensuite il soit content. C'est pas aussi simple, il y a quand même d'autres choses. Donc on est dans le transactionnel. Et c'est là où il y a à mon avis un déficit du droit international, c'est qu'on n'essaie plus de résoudre les différends sur la base du droit international avec, comme en droit civil, avec un tribunal dont on respecte les décisions. Les États préfèrent les négociations, les transactions, même si parfois c'est au prix de la justice. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois ça. Mais à part ça, je peux vous assurer que dans tous les pays où j'ai été, les gens ont une conscience extrêmement claire de leurs intérêts. Et vous savez, c'est aussi un peu un truc occidental. Là, on est présent dans la philosophie. C'est un peu un truc occidental de dire on a un problème, on va le résoudre. Vous avez des tas de pays au monde où les gens disent on a un problème, il est insoluble, on verra, peut-être dans 50 ans, on trouvera une solution. Laissez du temps au temps. C'est une mentalité que vous trouvez beaucoup, plus vous allez à l'ouest, à l'est, plus vous avez cette mentalité de dire piano. On ne peut pas le résoudre maintenant, mais plus tard, etc. On n'est pas pressé. C'est un peu la mentalité chinoise, hein, c'est assez extraordinaire. Je veux dire, pour moi, la grande différence et le grand atout d'un pays comme la Chine, c'est que leur réflexion, c'est sur 100 ans. Alors que chez nous, la réflexion ou la stratégie politique, elle porte jusqu'aux prochaines élections. Donc vous avez le leader du monde occidental qui a des élections tous les 2 ans. Vous imaginez bien que c'est impossible de mettre en place une stratégie, une politique qui soit cohérente sur le long terme. Voilà ce que moi je pourrais. Une autre question, ici, puis après. Posso in italiano, sì? Sì, va bene. Prima di cosa vado a casa contento perché La traduzione. vado a casa contento perché lei ha detto che lei è dell'opinione che la guerra tra l'Occidente e la Russia si poteva evitare, e allora già questo mi fa contento. Questa guerra è complicatissima, quindi adesso non entriamo. Volevo farle una domanda però più da diplomatico. In definitiva, al momento in cui la guerra è scoppiata, no? Se noi guardiamo gli anni precedenti, si sapeva perfettamente che l'Occidente metteva la Russia in una posizione, come si dice negli scacchi, Zugzwang. L'avevano detto tutti in Russia. L'aveva detto Yavlinsky, l'aveva detto Primakov, l'ha detto Zhirinovsky, l'ha detto la Chiesa, l'hanno detto i comunisti. Tutti l'avevano detto. C'è un punto in cui la Russia, qualsiasi cosa farà, sarà sbagliata, ma dovrà farla. Tutti lo sapevano in Occidente. C'est un sujet sensible. Et puis vous avez toutes sortes de points de vue. Moi, comme je vous ai dit, je pense qu'on a raté une occasion dans les années 90. Et puis encore, on a raté une occasion après 2014, lorsque les accords de Minsk ont été conclus. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'avoir une médiation entre les Ukrainiens et les Russes pour la mise en œuvre de l'accord. Il était violé des deux côtés, l'accord, il n'y a pas de doute. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de doute. Mais on aurait pu avoir un système une médiation beaucoup plus rigoureuse pour essayer de faire pression sur les deux parties pour garantir la mise en œuvre de l'accord. Après, je crois, mais c'est contesté, mais je crois quand même, d'après les sources que j'ai, que l'Occident a commis une erreur à partir de 2014, sous l'impulsion de gens comme Victoria Nuland, donc là, ouais, alors pas vraiment en déployant des forces, mais en otanisant d'une certaine manière
l'Ukraine, en fournissant des armes, en fournissant de la formation. Il paraît qu'il y a des bases, la CIA, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pourrais bien m'imaginer que ça soit le cas. Donc je pense que ce n'était pas une politique qui était raisonnable. Je pense qu'une politique raisonnable, ça aurait été de dire, bon, ben maintenant les accords de Minsk, sur la base des accords de Minsk, il faut qu'on reprenne maintenant, au niveau pan-européen, des discussions avec les Russes sur une réduction des armements dans l'ensemble de l'Europe. Quitte à garder cette Ukraine comme un conflit gelé, parce que moi je crois que le résultat des courses, ça sera, le conflit va continuer tant que, je sais pas, tant qu'il y a de l'énergie. Je pense que l'Ukraine est plutôt du côté perdant aujourd'hui, hein. Les Russes me semblent quand même plus forts, ben, c'est un plus grand pays, ils ont plus de population, donc je pense que ça serait plutôt à l'Ukraine l'intérêt. Mais après, probablement que quand ça va s'arrêter, ça sera soit un conflit gelé, soit une partition qui ne sera jamais vraiment acceptée. Ce qui est triste, parce que l'intérêt de l'Europe, c'est pas de couper les ponts avec la Russie. Alors évidemment, on n'aime pas trop Poutine, on n'aime pas cette direction qui n'a rien de démocratique. Mais maintenant, si on regarde les fondamentaux, l'Europe n'a jamais été autant prospère que quand elle pouvait bénéficier d'un commerce ouvert, produits industriels contre énergie, avec la Russie. Donc un jour ou l'autre, il faudra bien recréer ces liens. Et puis c'est un peu absurde que ce soit les Américains qui fassent des deals avec les Russes par-dessus la tête des Européens, alors que c'est les Européens qui ont le plus intérêt à faire un deal avec les Russes. Les Russes, ils sont là. Et puis toute cette russophobie, tout ce discours anti-russe que je vois dans les médias, y compris certains grands médias alémaniques, il me semble que c'est oublier quelques fondamentaux. Les Russes font partie de l'Europe depuis assez longtemps. Ce qui a fait la Suisse, c'est quand même en grande partie le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, l'homme fort au Congrès de Vienne, c'était le tsar de Russie Alexandre. L'homme fort dans l'équipe du tsar Alexandre, c'était le diplomate qui s'appelait Capodistria, qui quelque part a inventé la neutralité suisse. Quelque part. En tout cas, il a fait qu'elle a été reconnue par les puissances. Donc la Russie a fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le concert européen pendant des décennies. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la Russie. Il faut essayer de la... Il ne faut pas être naïf non plus, évidemment. Mais je pense qu'on a un intérêt à traiter avec les Russes en confiance. Et puis ces idées selon lesquelles les Russes seraient sur le point d'attaquer, d'envahir l'Europe, personnellement, j'y crois pas. Quand on n'est pas capable d'arriver sur le Dniepr, je ne vois pas comment on est capable d'arriver à Saint-Gall, hein, ou à Berlin. Bon, je vois des opinions divergentes, c'est bien, mais moi j'ai un doute là-dessus et je pense qu'il faudra un jour ou l'autre trouver des moyens de communiquer avec la Russie, mais ça sera probablement pour l'ère d'après Poutine. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, les Américains ne réussissent à faire un deal sur la tête des Européens qui serait plutôt lié à l'Arctique et puis à d'autres régions du monde. Entendons donc les opinions divergentes. Alors, je tiens à te poser une question concernant la Turquie, mais avant, je dois quand même revenir sur l'image de la Russie. Quand j'étais, donc tu l'as dit, ambassadeur à Minsk, même pendant l'année 21, qui était déjà l'année de la répression du régime Loukachenko contre la population, j'ai été invité 2 ou 3 fois par l'Alliance française à Minsk, où je tenais des conférences historiques et concernant Alexandre Ier, que j'ai cité, et Capodistre également, mais il était né grec, déjà le nom est clair. Et il y avait évidemment aussi notre grand concitoyen Lach. Mais ceci dit, je disais, devant ce public francophone de Minsk, bien éduqué, le premier et le dernier souverain éclairé de Russie
en qui on pouvait avoir confiance, c'était Alexandre le Premier. Et je maintiens cette position. Le seul, oui, le premier et le dernier. Bon, ceci dit, et pour le reste, c'est parfois un désastre en Russie, une catastrophe absolue, et parfois on a des faibles, etc. Mais je ne veux pas aborder ce sujet. Mais la Russie a quand même un énorme problème avec la gouvernance. Et là, je fais maintenant un saut spontané. Je me suis aussi entretenu de manière très intense avec mes collègues turcs qui connaissent très bien la Russie. Et là, je suis curieux d'avoir ton avis concernant la diplomatie turque des dernières années. La Turquie connaît très bien la Russie. D'ailleurs, c'est le seul pays qui a récupéré un territoire qui était russe pendant le tsarisme, la région de Kars, etc. Il y a eu des guerres, etc. Longue histoire. Les Turcs n'aiment pas beaucoup les Russes et ils savent exactement où se trouve la ligne rouge. On l'a vu la dernière fois, je crois, en 2016, avec cet avion qui a été abattu dans le coin entre la Syrie et la Turquie. Alors, la Turquie joue un rôle diplomatique un petit peu partout, aussi en Afrique, assez important. Ils ont des diplomates excellents, je trouve, et ils ont quand même une conception géostratégique où on ressent cet ancien empire qui n'existe plus, l'Empire ottoman. Alors, je suis très curieux parce que je croyais que la Turquie allait prendre en mars 22 et ainsi de suite un rôle essentiel dans la médiation entre la Turquie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine, d'autant plus que l'Ukraine, c'est un pays voisin de la Turquie et qui sont soulagés de les avoir et de ne plus avoir l'Union soviétique de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une occasion manquée ou est-ce qu'il y a eu des erreurs? Ou est-ce qu'il y a eu un désintérêt? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Turquie de mars 2022 à aujourd'hui qui ne joue plus? On parle 100 fois plus du Qatar, évidemment, maintenant concernant le conflit à Gaza, etc., que de la Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé avec la diplomatie turque, avec la Turquie, surtout maintenant dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors j'aimerais dire deux choses. La première, très factuel. Donc, à un moment, j'ai été impliqué dans la médiation turque en mars et début avril 2022. Pourquoi moi? Parce que, c'était Ignacio Cassis qui avait téléphoné à son homologue Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères turc de l'époque. Je lui ai dit, écoute, c'est très bien ce que vous faites, est-ce qu'on peut vous donner un coup de main? Et puis, Çavuşoğlu lui a dit, ah ben oui, volontiers, parce qu'on parle de neutralité. Donc, j'ai été convoqué au ministère. Et puis, le personne en charge des négociations, de la médiation, m'a dit, bon, alors, voilà les éléments. Négociation avance bien, voilà les éléments qui pourraient être agréés. On repousse la solution des conflits territoriaux de 12 ou 15 ans. Pour la démilitarisation, la dénazification de demandes russes, on va trouver des mesures un petit peu symboliques qui vont satisfaire les Russes, mais le cœur du sujet, c'est la neutralité de l'Ukraine. Et pour ça, on aimerait bien travailler avec vous, parce que la Suisse, ce que j'ai dit avant, un soft power, vous avez une réputation, une crédibilité. Donc si on peut dire qu'on a travaillé avec la Suisse dans la définition d'un concept de neutralité pour l'Ukraine, ça aura une forte crédibilité. Et à la fin de notre entretien, il m'a dit, mais tu sais, Jean-Daniel, je ne suis pas optimiste. Parce qu'il y a certaines grandes puissances qui ont un agenda global et qui ne veulent pas mettre fin à cette guerre maintenant. Et ce qu'il entendait, c'était les États-Unis, peut-être le Royaume-Uni aussi. D'ailleurs, un peu plus tard, il y a Boris Johnson qui était là, puis on situe en général la fin des négociations à ce moment-là. Mais j'étais à Pékin il n'y a pas longtemps avec le négociateur en chef ukrainien de l'époque qui m'a confirmé cette version turque des choses. Donc il y avait un document paraphé qui avait été soumis à Poutine et approuvé par Poutine. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, le ministre de la Défense américain de l'époque, Lloyd Austin, avait dit, et ça on trouve, c'est on the record, qu'il était trop tôt, qu'il fallait affaiblir la Russie d'abord. Et ça, c'est on the record. Donc voilà la version des Turcs. Donc c'est la première chose que je veux dire. Donc c'est pas la faute des Turcs. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que la diplomatie turque est assez, je sais pas comment dire,
forte, exceptionnelle, parfois insolite. Je veux dire, quand ils faisaient la médiation, ils étaient quand même, en même temps, ils vendaient des drones aux Ukrainiens, et puis ils étaient complètement dépendants des Russes pour leur approvisionnement énergétique. Et puis pour faciliter sa réélection, Erdogan a vendu une centrale nucléaire aux Russes, qui construisent une centrale nucléaire en Turquie. Ça fait quand même beaucoup de dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc, mais comme c'est un grand pays, ils réussissent à jouer sur les deux tableaux. Ce qui est assez frappant dans la politique extérieure turque, c'est qu'elle est dirigée par 3 personnes qui, à eux 3, rassemblent plus de compétences, d'expérience et de connaissances historiques et d'une vision aussi du futur que tous les dirigeants européens, américains ensemble. Alors, le premier, c'est Erdogan. Le deuxième, c'est le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui a été pendant 10 ans chef des services secrets. Puis le troisième, c'est le chef des services secrets, Ibrahim Kalin, qui a été pendant 10 ans le conseiller diplomatique d'Erdogan. Et ces 3, ils partagent beaucoup de choses. D'abord, les mêmes racines historiques, la même compréhension de l'histoire. Et ils rattachent l'histoire de la Turquie pas à Atatürk et 1924 et Lausanne, mais à l'Empire ottoman. La deuxième chose, c'est qu'ils partagent une très forte spiritualité. Alors vous allez me dire, quoi la spiritualité? C'est des valeurs communes, mais je ne suis pas sûr qu'en Europe vous trouvez autant de valeurs communes qu'entre ce triumvirat qui dirige la Turquie aujourd'hui. Des valeurs spirituelles ancrées dans une branche du soufisme sunni turc, les Nakşibendi. Et puis la troisième chose, c'est que l'influence turque, c'est pas le néo-ottomanisme dans le genre on veut reprendre Mossoul, c'est une logique de sphère d'influence. Et puis quelque part, il y a un peu cette logique que la sphère d'influence turque, ils n'ont pas vraiment accepté la chute de l'Empire ottoman. Comme pendant longtemps, les Habsbourg n'avaient pas accepté la chute de l'Empire austro-hongrois. Et ils essayent de reprendre près, par des zones d'influence, on est dans les logiques d'influence, dans leur région traditionnelle d'influence. C'est-à-dire surtout le Levant et la Mésopotamie, dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient, c'est-à-dire grosso modo le Liban, la Syrie, l'Irak. Avec l'Iran, c'est 5000 ans de tensions et de conflits, avec la Russie à peu près aussi, avec l'Égypte aussi. Et donc la question maintenant, et ils comprennent ça très bien, la question c'est pour moi essentielle pour l'avenir de cette région, surtout de Gaza, c'est comment les Égyptiens et les Turcs réussiront à accorder leur violon, et est-ce qu'ils vont être dans une logique de coopération plutôt de confrontation. J'aime bien rappeler à mes étudiants que le premier accord international dont on a retrouvé des textes équivalents dans les 2 capitales de l'époque, des empires de l'époque, c'est un texte qui date de 1273 avant Jésus-Christ et qui est un accord de paix entre les Égyptiens et l'empire qui à l'époque contrôlait l'Anatolie. Alors ce n'était pas les Turcs à l'époque, ils sont arrivés plus tard, mais c'est les ancêtres des Turcs, si vous voulez, les Hittites. Et donc c'est les relations entre ces 2 grandes puissances qui ont été chahutées depuis 3000 ans restent absolument essentielles. Et puis maintenant d'ailleurs, quand les Turcs et les Égyptiens proposent de déployer une force conjointe à Gaza, waouh, ça c'est vraiment un événement majeur. Alors ça m'étonnerait que les Israéliens acceptent, donc les Américains vont refuser, donc ça ne va pas se faire. Mais il y a vraiment une capacité d'expansion de la zone d'influence turque, alors du coup qui arrive forcément en conflit avec les autres puissances régionales. Les puissances régionales, c'est Israël. En Syrie, ils sont pratiquement, il y a des bases turques qui ont été bombardées par Israël, autour de Palmyre. Après, en Irak, il y a un conflit d'intérêts avec l'Iran. Et finalement, ce que me disait l'ambassadeur d'Iran lorsque je l'ai rencontré la première fois à Ankara,
est finalement juste. Quand je suis allé voir l'ambassadeur d'Iran, il m'a dit, vous savez, le futur de cette région, ça dépendra, je venais d'Israël, hein, ça dépendra des relations entre le pays d'où vous venez, qu'Israël n'a probablement pas voulu dire Israël ni l'entité sioniste, mais enfin c'était clair, le pays où on est, la Turquie, et mon pays, l'Iran. Et je pense que c'est ça, c'est ce jeu-là, qui est presque un jeu plurimillénaire, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais je pense que les Turcs ont de bons atouts. Ils ont un problème, c'est une économie avec une inflation extrêmement élevée. Mais sinon, il y a quelques fondamentaux qui sont bons. Il y a une industrie militaire. Et puis surtout, il y a une politique extérieure qui a une clairvoyance très forte grâce à ces trois personnalités. Je remercie pour cet ultérieur éclairage. Est-ce qu'il y a des autres questions? Il y a aussi un conseiller national, il y a des personnes importantes. Est-ce qu'il y a une question que vous pourrez poser? Non, ok. Alors, je voudrais poser deux petites questions finales à l'égard du soft power suisse, la neutralité. Ça que devrait faire différent notre pays à l'égard des autres pays. Quel est le futur de la neutralité? Est-ce que une coalition entre les derniers neutrales, entre Suisse, Malte et l'Irlande pourrait donner, avec aussi l'Autriche, pourrait donner plus force à cette typologie d'État qui est en train de disparaître entre les fortes tensions multipolaires qui sont en train de s'engager dans le monde. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une petite question, parce que ça pourrait être le sujet de toute une soirée de débat. Alors moi, je vais vous parler de ma petite expérience. J'ai créé à Genève, avec deux amis, un centre de Genève pour la neutralité. C'est tout nouveau, on n'a pas de budget, on n'a pas d'employés, on n'a pas de bureau, mais on existe. Et la demande est très forte. En juin, à la demande d'une organisation colombienne, on a organisé un colloque sur la neutralité à Genève, sans budget, sans payer des billets d'avion, des honoraires, des hôtels, où ont participé 60 personnes de tous les continents, provenant de 27 pays. Donc ce n'est pas que Malte, l'Autriche, il ne faut pas oublier le Turkménistan, le Costa Rica, même la Moldavie est formellement neutre. Donc vous avez beaucoup non seulement vous avez pas mal de pays neutres dans le monde, quelques-uns disons, formellement neutres, mais surtout vous avez beaucoup d'institutions, de mouvements de la société civile qui dans le monde entier attachent de l'importance à ne pas devoir prendre parti pour un bloc ou l'autre. Donc c'est pour ça que moi, sur la base de cette expérience, j'ai l'impression que la neutralité est plutôt un produit dans lequel il faut investir parce que l'action monte. Elle commence à monter, donc il faut investir. Vous connaissez des gens qui ont des sous à dépenser, j'ai besoin d'argent pour Bon Centre parce qu'on aimerait organiser une grande conférence sur la neutralité l'année prochaine parce qu'il y a de la demande. Et pour vous donner un autre exemple, la semaine prochaine, mon centre est invité à Belgrade pour participer au Belgrade Security Forum, où il y aura une séance dédiée à la neutralité. Et puis la semaine d'après, on est invité au Liban, où le sujet de la neutralité est aussi un sujet très chaud. Donc les gens sont intéressés à réfléchir en ces termes, parce que pour différentes raisons, on ne va pas entrer dans toutes les typologies, mais pour différentes raisons, vous avez beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde qui estiment que l'étiquette de neutralité, de ne pas appartenir à un bloc contre l'autre, pourrait servir leurs intérêts. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'il y a de l'avenir et puis il faut surtout qu'on maintienne cette crédibilité, cette réputation qu'on a depuis quand même
maintenant à peu près 200 ans, disons, de pays neutre. C'est un atout pour la Suisse. Merci beaucoup. Merci. Et la dernière question, c'était au regard de livre. Samir El-Potere, c'est un produit très curieux parce qu'il y a un peu de réalité, un peu de fiction. Comment c'est né et pourquoi un pseudonyme? Pour finir. C'est toi, tu peux répondre en italien, va, réponse. Elle connaît le livre mieux que moi, de toute façon. Questo è vero, l'ho letto 15, forse 20 volte. La prima domanda riguardava il contenuto, sì? Sì, allora sì, è stato chiamato un OVNI, UFO, credo si dice in italiano, perché è un romanzo, è una fizione, però si basa su tantissime cose che conosciamo noi in Svizzera, i partiti politici diversi del nostro sistema, c'è anche il conflitto giurassiano, ma non è soltanto come si dice, mi dispiace, ma sto leggendo in tedesco ultimamente e non mi vengono in parole in italiano, ma va bene. Cioè, c'è una parte un po' didattica che spiega come la Svizzera, la politica svizzera ha evoluto, per esempio la storia della quella formula magica che abbiamo per il Consiglio federale, il bisogno per i consiglieri, che c'è un presidente ogni anno che si cambia, che la metà della popolazione non sa come si chiama, perché nessuno deve spuntare troppo. Ed anche questo il problema nel libro, che c'è una presidente verde che Samira, che ha il potere, che è metà genevrina di origine cinese e metà palestinese, e lei vuole fare qualcosa, davvero. E dunque spunta da quello Consiglio federale dove tutti devono essere calmi, ben organizzati e tutto. Questo è perché c'è un po' in thriller, c'è un po' di storia, c'è un po' di spiegazioni sul sistema svizzero, così se uno che non conosce la Svizzera lo legge può capire. E poi lo pseudonimo è molto facile. Come l'ha detto, io ho conosciuto il signor Ruch tramite il testo francese dei crimini e tremiti, che doveva uscire così in giugno, ma visto che la correzione l'ho fatta, ho finito, credo era aprile, ho avuto il tempo di leggere Samira mentre il Favre faceva messe in pagine e tutto questo, e ho detto a lui, ma io lo voglio pubblicare quello. Ma possiamo farlo adesso, aspettiamo dopo una volta che le memorie saranno uscite, pubblicate. Cioè, no, io sono molto impaziente, la pazienza io non conosco. E dunque ho detto, guarda, semplice, ci diamo uno pseudonimo, così usciamo allo stesso tempo. E visto che Jean Daniela era chiarissimo. E poi bisognava avere un cognome ben giurassiano, e Catin è molto giurassiano, e per di più, per chi non capisce la parola in francese, vuol anche dire un po' una puttana, un po' una salope, e va bene perché Samira non è una per bene. Ecco. Okay. Grazie mille. Mais alors moi je suis très fier parce que vous savez les Français ils lisent jamais ce qui est écrit par un Suisse. Et puis aujourd'hui, le 15 novembre. Oui, j'ai envoyé à un blogueur français le livre en me disant. Et c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui a fait vraiment des critiques de grands auteurs. Et il m'a fait un commentaire, mon pauvre ami. Non seulement il a lu, mais il a compris. Et moi, je suis très, très impressionné parce qu'il nous a dit que c'était brillantissime, donc il a beaucoup aimé. Mon idée, vous savez, je ne sais pas si les vieux parmi nous vont sans doute se souvenir qu'il fut un temps
où on n'avait pas de téléphone portable, et puis où il y avait des livres qu'on pouvait acheter à la gare. En français, il y a un terme, je ne sais pas si ça existe en italien, un roman de gare. C'était le bouquin qu'on achetait au départ de Bellinzone, et puis qu'on mettait à la poubelle en arrivant à Zurich parce qu'on l'avait lu, ou bien on le laissait pour le suivant sur le siège. Alors normalement, c'était, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, chez nous, dans le monde francophone, il y avait Gérard de Villiers et SAS, qui étaient des histoires qui étaient complètement très liées à l'actualité, et assez bien fait d'ailleurs, parce que la trame était fournie par des gens des services secrets qui touchent un peu d'argent. Et puis ensuite, il y avait un peu une histoire autour, avec un peu d'érotisme, un peu de meurtre, de sang, qui était inventée par ce Gérard de Villiers. Et ça marchait très bien. Et puis évidemment, maintenant, il n'y a plus de gares. Enfin, il n'y a plus de livres dans les gares, donc il n'y a plus de romans de gare. Il y a encore des gares, des livres. Et puis j'ai essayé de faire quelque chose qui me reconnecte avec cette partie de ma jeunesse où on achetait des romans puis on lisait des livres dans les trains. Voilà l'histoire. Il tragitto Brianzone-Zurigo non basta perché sono 400, più di 400 pagine e... Ouais, non, c'est un peu long. Le suivant, il fera seulement 150 pages. Donc, No, ho detto préparez-le. 280 va bene, perché è troppo spesso per me. Il y a une demande. Riesci a prendere solo Faccio la domanda in italiano perché lo capisco, ma è meglio per tutti che non lo parlo. Prima abbiamo parlato della visione strategica della Turchia. A me interesserebbe una sua opinione su quella svizzera, nel senso che ormai si dice più o meno chiaramente che la Svizzera ha applicato le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia perché ha subito delle pressioni, in particolare da parte degli Stati Uniti, ma penso anche dall'Unione Europea. E si dice questa cosa come se sia normale e vada bene al nostro paese, alla nostra popolazione, e non se ne discute. La mia domanda è: abbiamo ormai abbiamo una classe dirigente che è incompetente e che quindi non è più in grado di portare avanti con coraggio politico una propria visione del mondo, o abbiamo una classe, diciamo, detto in modo un po' brutale, di venduti, cioè dopo mezzo secolo di equilibri mondiali come c'erano, si è piano piano formata, diciamo, abituandosi a vivere sotto l'ombrello statunitense, europeo, e quindi non riesce neanche più a ragionare autonomamente ed è anche infiltrata, diciamo, da questi soggetti. Cioè si tratta più di incapacità e assenza di coraggio, o ora questi soggetti non vedono l'ora di approfittano di questa situazione per spingere sempre di più la Svizzera nelle braccia dell'Unione Europea e della NATO e via discorrendo. Grazie. Poser la question, c'est y répondre. Je suis sûr que vous avez la réponse. Si je suis là devant vous maintenant et pas dans un bureau quelque part, c'est parce que vous avez raison. Maintenant, c'est corrigible. Moi, j'ai une vision, hein, mais vous savez, à mon avis, je vais répondre un peu de manière plus... je me suis beaucoup exprimé sur le sujet, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais pour avoir une politique qui soit cohérente, il faut commencer par avoir une analyse de la situation qui soit la nôtre, qui soit une analyse de la situation indépendante. À partir de cette analyse de la situation, on peut faire une analyse de nos intérêts, nos vrais intérêts. Puis à partir de l'analyse des intérêts, on peut développer une politique qui corresponde à nos intérêts. Dans le domaine économique, il y a certainement une compréhension claire de nos intérêts et puis une vision de ce qu'on doit faire. Je pense que le SECO, malgré toute la critique qu'on peut faire, moi je pense que le SECO se débrouille pas mal. Le fait qu'on ait réussi à ramener les 39% à 15%, c'est pas seulement parce qu'on a donné une Rolex et puis un lingot d'or à Trump, il y a aussi tout un travail derrière. Donc je pense qu'on a une diplomatie économique qui fonctionne quand même plutôt bien. On est quand même le seul pays européen à avoir un accord de libre-échange avec la Chine. Maintenant, on en a un avec l'Inde. On en développe avec le Mercosur, etc., etc. Et donc on a une diplomatie économique et c'est quand même au cœur de nos intérêts, hein, parce qu'on gagne maintenant à peu près 2 francs sur 3 à l'étranger. Donc c'est très important d'avoir les marchés ouverts
et que nos entreprises soient compétitives. Et je pense que là, ça marche pas trop mal. Alors après, où je pense qu'il y a un vrai problème, c'est dans la politique extérieure et la politique de sécurité. Où là, je vois qu'il y a, à mon avis, il y a une solution de facilité qui est de s'aligner, au titre de la solidarité, de s'aligner sur les positions de nos voisins. C'est plus facile. On n'a pas besoin de réfléchir. En plus, il y a une pénétration, surtout dans le domaine de la sécurité, donc les renseignements. Vous avez une pénétration assez impressionnante des intérêts, des influences occidentales, américaines surtout, dans la pensée stratégique suisse et dans l'administration et dans les personnes en charge des achats d'armement, de définition de la politique de procurement, d'achat militaire. Occidentale, américaine, aussi israélienne, très forte, hein, très très forte. Et ça, c'est une réalité. Il y a vraiment plus qu'un biais cognitif, c'est une pénétration à travers toutes sortes de moyens qui fait que, à mon avis, dans ces milieux-là, dans ces secteurs de la politique de sécurité et de la politique étrangère, il n'y a pas une vraie indépendance de la Suisse. Il n'y a plus. Il n'y a plus des gens comme Édouard Brunner, dont parlait Claude Altermatt dans une conférence précédente, qui lui incarnait ce rôle de la Suisse qui, bien qu'ancré dans un bloc occidental, avait cette aura, ce charisme de la neutralité qui lui permettait de faire des propositions et d'avoir un rôle utile. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Est-ce qu'on va le retrouver un jour? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que si on veut retrouver un rôle comme ça, il faut commencer par réussir à réfléchir pour nous, sur la base de nos principes, de nos valeurs, de nos intérêts, pas juste économiques, mais nos intérêts de politique étrangère en général, du rôle que la Suisse avait dans le monde traditionnellement, du soft power qu'on a dans le monde. Et pour ça, il faut réussir à réfléchir de manière indépendante. Je vais vous donner un exemple. Toutes les années, notre service de renseignement publie un rapport sur l'état de la menace. La dernière fois qu'ils ont publié un rapport, c'est-à-dire il y a quelques mois, la Chine est mentionnée 82 fois comme menace pour la Suisse. Comment, alors qu'il y a de l'espionnage industriel, mais enfin, qui ne fait pas de l'espionnage industriel? Mais autrement, comment expliquer que la Chine soit pareillement décrite comme une menace? Et d'ailleurs, c'était fait contre l'avis du ministère du département des Affaires étrangères, où on a des gens qui sont très bien, surtout sur la Chine. Mais c'est parce que, alors, soit on veut plaire aux Américains, soit on reçoit des informations des Américains auxquelles on croit, ou bien, je sais pas, on prépare sa reconversion dans des think tanks américains à Washington ou en Californie. Pour moi, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et que notre Parlement accepte de recevoir des choses pareilles sans les mettre à la poubelle ou demander à ce qui est une réécriture, ça me paraît incompréhensible. Et je pense que là, on a vraiment un problème. Moi, j'ai vu ça souvent, hein, parce que pendant longtemps, je recevais ces rapports quand j'étais en Israël, quand j'étais en Syrie, comme ça. Mais c'est du copier-coller de ce que nous donnent les autres. Puis c'est de la foutaise. Moi, je me souviens quand la guerre civile a commencé en Syrie. Je m'occupais du Moyen-Orient à Berne, donc ça m'intéressait. Donc, je m'intéressait à savoir ce que pensaient nos services. Alors au début, ils nous disaient, comme les Américains le disaient, « Ah, Assad va tomber dans 3 à 6 mois. » Waouh, 2011-12. Après 6 à 12 mois. Après 6 à 24 mois. Après 12 à 24 mois. Puis après, ils n'ont plus rien dit. Finalement, c'est les Turcs qui l'ont fait tomber à travers Al-Joulani. Mais ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de lecture critique et de lecture indépendante.
Un autre exemple, c'est les histoires le Mossad. Alors, il y a une coopération étroite, mais surtout le Mossad est extrêmement fort dans la propagande israélienne. Alors, de temps en temps, on se faisait convoquer pour un briefing par le Mossad, où il nous balançait des trucs, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de fait, il n'y a aucune précision, aucun détail, il nous balance des trucs en disant le Hezbollah se finance grâce à un trafic de drogue à Zurich. Peut-être que vous avez raison, mais donnez-nous les preuves, et puis on va enquêter, et puis on va être sûr que ça ne sera plus le cas. Donc, il y a beaucoup de manipulation et de propagande dans ces milieux-là, et malheureusement, ça marche auprès de notre administration, surtout chez les militaires, et puis ça marche auprès de notre Parlement. Vous savez, quand j'étais ambassadeur en Israël, un beau jour, Bern m'a demandé d'écrire un rapport sur les opérations d'influence menées par Israël en Suisse. Puis j'ai écrit ce que je voyais, quels sont les buts, qu'on interdise le Hamas, qu'on interdise le Hezbollah, que diminuer le soutien vis-à-vis de la Cour pénale internationale, essayer de créer une mauvaise image de l'Iran en Suisse, des choses comme ça. Quels sont les vecteurs ? Les vecteurs, c'est un certain nombre d'ONG qui ont leurs entrées au Parlement. D'ailleurs, on entend plus les ONG financées par le gouvernement israélien au Parlement suisse que les ambassadeurs de Suisse en posent dans la région. Moi, j'ai jamais rencontré une commission de politique extérieure du Parlement quand j'étais ambassadeur en Turquie ou en Israël. Par contre, M. Hillel Neuer, le directeur de UN Watch, qui est une organisation notoirement une officine du gouvernement, même pas du gouvernement israélien, du Likoud, lui, il était tout le temps reçu. Donc ça, c'est un des vecteurs. Après, il y en a quelques autres. Puis la cible, c'est évidemment le Parlement, l'administration fédérale. Bref, j'ai écrit tout ça en 2020. À l'époque, j'avais l'impression d'écrire un avertissement. Puis je donnais des recettes pour essayer de contrer ces opérations d'influence. Et puis aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas un avertissement que j'écris, mais c'est un scénario. Un scénario qui s'est déjà en grande partie réalisé. Le Hamas a été criminalisé. D'ailleurs, merci le Parlement suisse. On a voté pour interdire le Hamas à peu près le jour où on apprenait que l'administration Trump avait des négociations directes avec le Hamas. Ça, c'est vraiment aller dans le sens de l'histoire. Ensuite, maintenant, ce qui va arriver au Parlement, c'est la même chose pour le Hezbollah. Ça me paraît à peu près clair. Et donc, ce scénario se met petit à petit en œuvre, tout simplement parce que ces milieux-là, donc du gouvernement israélien, faut pas confondre le gouvernement israélien avec Israël. La société israélienne, c'est une société d'un dynamisme, d'une liberté de ton extraordinaire, avec une culture du débat. Les principaux opposants au gouvernement israélien sont en Israël et c'est des Juifs. Et ils ont un courage formidable. Donc il ne faut pas confondre la société israélienne avec le gouvernement israélien. Mais le gouvernement israélien a des influences extraordinaires au sein du système politique suisse et puis aussi au sein du Parlement, au sein de l'administration, surtout chez les militaires, et puis au sein de notre industrie d'armement. C'est une réalité. Comment contrer ça ? D'abord en prendre conscience peut-être. Et puis ensuite dévoiler les affaires de... Alors je sais qu'en Suisse on a une conception de la corruption qui est peut-être pas la même qu'ailleurs en Europe, mais quand vous avez la directrice, je suis désolé, mais j'ai parlé beaucoup de héros tessinois, il y en a d'autres qui sont moins héroïques à mon avis. Vous avez une ancienne directrice de l'Office fédéral de la police qui achète un système d'espionnage israélien, et 6 mois après qu'elle a quitté son job, elle rejoint le conseil d'administration de la société d'investissement qui est impliquée là-dedans. Bon, vous avez Moritz Leuenberger, qui a dépensé des milliards pour fabriquer des routes, qui a rejoint Implenia après avoir quitté le conseil fédéral. Donc, c'est pour ça que je dis la notion de la corruption en Suisse, et il y a beaucoup d'exemples comme ça, surtout avec des sociétés israéliennes. Hein? Ah, ok, je pensais qu'elle était tessinoise. Bon. Ah, bah, je suis. Elle parle italien, mais elle est bernoise.
Alors, c'était pyrotechnique, la fin. Hein. Non. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur l'ancien ambassadeur, pour votre présence ici dans le IDL Forum de la paix de Locarno 2026. Et comme hommage, on vous donne un timbre pour remémorer le pacte de Locarno. Le pacte, magnifique. Il y a eu une centaine d'années. Et en espérant qu'avec les soft power genevoises de la neutralité, conjointement avec le Tessin et le reste de la Suisse, on va rejoindre encore une différence entre ce qu'on est maintenant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre intérêt, votre participation très active. À vous aussi. Grand plaisir. Merci pour ça. Merci beaucoup.